L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Gilles Carrez. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe UMP, de saluer la mémoire de cet homme exceptionnel que fut Dominique Baudis. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les résultats des comptes publics en 2013 sont calamiteux. Le déficit a lourdement dérapé, car les recettes fiscales sont mal rentrées, trop d'impôts tue l'impôt. Et les dépenses publiques ont continué de progresser, 23 milliards de plus qu'en 2012. Alors que la France avait su tenir ses engagements de réduction du déficit en 2010, en 2011 et quasiment en 2012, elle en aura été incapable en 2013. Et chers collègues, 2013, c'est la première année de totale responsabilité du gouvernement socialiste. Le président de la République, puis vous-même, monsieur le Premier ministre, avez annoncé que vous demanderiez un délai supplémentaire à nos partenaires européens pour ramener nos comptes à l'équilibre. Et puis, brutalement, vous semblez avoir changé d'avis et vous confirmez à présent la trajectoire de baisse du déficit. En effet, pour éviter l'humiliation et conserver sa souveraineté budgétaire, la France doit respecter ses engagements. Mais cela passe par une réduction massive de nos dépenses publiques. Non pas seulement de 50 milliards d'euros, mais de 80 milliards d'euros d'ici 2017, compte tenu de vos récentes annonces de baisse d'impôts. D'où mes questions, monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous enfin nous dire en quoi consistent précisément les réductions de dépenses publiques? Pourquoi avez-vous si brusquement changé de position et choisi la politique de l'austérité? Merci. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Carrez, nul mieux que vous dans cette Assemblée, parce que vous avez eu d'éminentes responsabilités avant comme après, connaissez aussi bien la situation budgétaire de la France. Vous savez d'où nous venons. Vous savez quels étaient les déficits gigantesques que les années 2008, 2009, 2010 ont connus en France. Vous connaissez aussi le chemin qui a été celui qui a été parcouru par la France, celui d'une diminution progressive déficit public. Le déficit de 2013 est plus faible que celui de 2012. Celui de 2012 est plus faible que celui de 2011, quelles qu'aient été les difficultés, quelles qu'aient été les situations économiques. Nous avons été courageux, nous avons avancé, nous avons diminué le déficit de la France et nous continuerons à le faire. Mais nous le ferons pourquoi ? Et dans quelle perspective? Celle d'une croissance supérieure. Ce dont j'ai discuté avec nos partenaires européens, ce dont j'ai discuté avec les responsables européens, c'est d'une croissance supplémentaire. L'Europe a besoin d'une croissance supplémentaire. La France a besoin d'une croissance supplémentaire. Et c'est le pacte de responsabilité en France qui est la contribution française à une croissance européenne plus forte, seule condition pour faire véritablement et durablement reculer le chômage. C'est ça notre perspective, c'est ça notre outil principal. Et bien entendu, nous inscrirons dans la durée, dans cette trajectoire des finances publiques, la diminution de notre déficit public. Pas parce que ce serait une obligation, pas parce qu'on nous l'imposerait. À aucun moment, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni moi-même n'avons demandé ou imploré des délais, mais parce que c'est l'intérêt de la France et parce que c'est l'intérêt de l'Europe. L'Europe a besoin d'une France respectée et respectable. L'Europe a besoin d'une France forte pour être forte et c'est ça notre seule ligne de conduite. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Valérie Rabault. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, le Fonds monétaire international a publié ses projections budgétaires pour tous les pays. Et pour la France, il a affiché une prévision de déficit public à 3% de son produit intérieur brut en 2015. Cette annonce illustre que les institutions internationales nous font confiance, qu'elles croient en notre capacité à redresser le pays, à avancer économiquement et socialement
parce que l'un et l'autre sont liés. Réduire le déficit, c'est une condition indispensable pour le redressement de notre pays. Cela veut dire réduire les intérêts que nous payons et qui grèvent le budget de l'État. Monsieur le ministre, nous savons que c'est une course contre la montre. Gagner cette course passe par notre sérieux budgétaire, bien entendu, mais elle passe aussi par notre soutien à la croissance économique. Dans ce domaine, le gouvernement a d'ores et déjà engagé de nombreux chantiers et qui ont une réalité perceptible. Je pense par exemple à ces PME qui viennent d'apprendre de leurs comptables le montant de crédit d'impôt compétitivité emploi qu'elles vont percevoir. Pour certaines, cela a été un montant qui a été bien supérieur à leurs attentes. Gagner cette course contre la montre se fait bien sûr avec nos partenaires européens. C'est le sens de la visite du Premier ministre Manuel Valls hier à Berlin, visite saluée par la presse allemande. C'est aussi le sens des déclarations du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui s'est dit prêt, je le cite, à un nouveau stimulant de la politique monétaire en cas de renchérissement du taux de change. Monsieur le ministre, c'est la convergence de ces trois piliers qui nous fera gagner la course contre la montre. Aussi, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur cette articulation? Je vous remercie. Très bien. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, merci beaucoup, Madame la députée Rabault, avant que vous n'exerciez d'autres responsabilités au sein de la Commission des Finances. Madame la députée, vous avez mis exactement l'accent sur les coordinations nécessaires. Pourquoi? Pour avoir plus de croissance, pour avoir plus de croissance, plus d'investissements, plus d'emplois et un recul en profondeur du chômage en Europe comme en France. Il faut donc des politiques en faveur de la croissance, c'est le pacte de responsabilité. C'est le CICE dont vous avez souligné que les premiers effets se font connaître aujourd'hui dans les entreprises. Elles l'attendaient, c'est là, c'est de l'investissement, c'est de l'emploi supplémentaire qui est possible. Ce que j'ai présenté à mes partenaires, ce pacte de responsabilité, il a été commenté par tous comme étant courageux, pertinent, à la hauteur des défis de la France comme à la hauteur des défis de l'Europe. Mais il ne suffit pas. Il faut aussi que la politique monétaire vienne au secours d'une croissance supplémentaire en Europe. Oui, et je reprends les phrases même prononcées par le président de la Banque centrale européenne. Un euro trop fort est mauvais pour la croissance en Europe, mauvais pour la croissance en France. Et ayant pris ces paroles-là fortes, il aura les capacités d'agir demain. Oui, il faut que l'euro soit à un bon niveau, un niveau qui ne nous gêne pas dans nos exportations ou dans la lutte contre d'autres produits qui sont fabriqués ailleurs. Un bon équilibre entre une politique de croissance qui permette de soutenir l'activité dans les entreprises, une politique monétaire plus équilibrée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et en même temps une politique budgétaire qui nous permette de diminuer nos déficits, c'est le cœur de la politique économique que nous menons et c'est le cœur de la réussite pour la France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Franck Régnier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, tout d'abord, au nom du groupe UDI, je veux à mon tour saluer la mémoire de Dominique Baudis, mais je veux ensuite dire à Jean-Louis Borloo nos souhaits de prompt rétablissement et toute notre amitié, et saluer aussi et souhaiter à Philippe Vigier, notre nouveau président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, pleine réussite dans la poursuite de l'action impulsée par Jean-Louis Borloo. Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale la semaine dernière, vous nous avez déclaré qu'un assouplissement du cadre des rythmes scolaires était à prévoir. Dans votre déclaration, vous reconnaissiez aussi, à travers cette annonce pleine de lucidité, que cette réforme a provoqué de véritables troubles dans nos territoires, chez les enseignants, chez les agents territoriaux et chez les parents d'élèves. En l'espace de 20 mois d'une idée plutôt consensuelle, d'un relatif accord sur la nécessité de réformer les rythmes scolaires et d'organiser l'enseignement des savoirs de base sur les matinées, nous sommes passés à un rejet massif. Après un passage en force, vous avez mis en place la concertation a posteriori. Ce n'est pas une bonne méthode. Monsieur le Premier ministre, pour nos enfants, l'organisation de l'enseignement est une chose bien trop importante pour être gérée de la sorte. De plus, cette réforme impacte fortement toutes les communes, les grandes villes, les intercommunalités, les villes moyennes, les petites communes et particulièrement les plus rurales, avec un impact financier pour les budgets communaux et un impact humain pour mettre en place les ressources humaines nécessaires qui sont sous la responsabilité des communes. Monsieur le Premier ministre, vous devez faire confiance aux maires, faire confiance aux élus locaux, faire confiance à leur bon sens. La rentrée de septembre 2014 arrive à grands pas. Donnez
du temps à tous les acteurs de cette réforme pour échanger et trouver une solution plus consensuelle. Monsieur le Premier ministre, repoussez la mise en œuvre de votre réforme des rythmes scolaires. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Geneviève Benoît Hamon, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je ne vais pas revenir sur, ou encore en quelques mots, sur les objectifs de cette réforme. Je veux le redire, elles avaient fait d'ailleurs consensus dans un rapport issu d'une mission d'information parlementaire à l'époque où la Commission des affaires culturelles et de l'éducation était présidée par Madame Tabarot. En faveur, Monsieur Breton et Monsieur Durand étaient favorables à un passage à la semaine de 9 demi-journées, c'est-à-dire à la remise en cause de la semaine de 4 jours. Le principe, c'était quoi? Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous ne parvenons pas à lutter efficacement dans le primaire contre l'échec en fin de CM2 et à bien des égards, le destin scolaire de beaucoup d'enfants se joue trop tôt dès le primaire. L'école ne parvient plus à lutter comme elle y parvenait auparavant contre les inégalités sociales. Et à partir de ce constat, nous avons construit une réponse, la nécessité de concentrer les temps d'apprentissage dans les moments, les heures où les enfants sont les plus disponibles, là où ils sont le plus disposés à apprendre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en œuvre cette réforme et elle s'appliquera bien, comme l'a dit le Premier ministre, à la rentrée 2014. Cependant, et je veux préciser cela, nous avons constaté, comme vous, et en toute bonne foi, que des difficultés existaient. Et il me semble, et ce serait dans le déni que de ne pas considérer que ces difficultés existent, et le Premier ministre s'est donc engagé à ce qu'il y ait des ajustements à la mise en œuvre de cette réforme. Je lui ferai des propositions sous une dizaine de jours à partir de la concertation que j'ai commencée avec les organisations d'enseignants, avec les parents d'élèves et avec les élus. Je n'entends pas, je vous le dis, enfermer cette réforme dans un cadre théorique ou dans un cadre réglementaire trop strict. Là où il existe des expérimentations qui servent le même objectif, la réussite de tous les élèves, nous adapterons le cadre réglementaire à ces expérimentations. Ce n'est pas le cadre réglementaire qui obligera à écarter les expérimentations. Les expérimentations seront prises en compte par le futur cadre réglementaire. La parole est à monsieur François de Rugy. Merci, Monsieur le Président. Le groupe écologiste s'associe à l'hommage que vous avez rendu à l'instant à Dominique Baudis. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, vient de publier un nouveau rapport dont les conclusions sont alarmantes. La hausse des températures n'est plus à démontrer. Entre 2000 et 2010, les émissions de gaz à effet de serre ont en effet augmenté de 2,2%, contre 0,4% en moyenne pour les 3 décennies précédentes. Les conséquences de ce dérèglement climatique sont d'ores et déjà palpables. Multiplication des épisodes météorologiques extrêmes, extinction d'espèces et d'écosystèmes, intensification des risques sanitaires, insécurité alimentaire et augmentation des conflits, y compris armés, liés à la raréfaction des ressources. C'est l'inaction, ce sont les demi-mesures qui punissent la planète et qui punissent les citoyens. Pour contenir le réchauffement climatique, plusieurs scénarios sont envisageables. Si certains lobbies défendent encore l'idée que des technologies existantes pourraient régler le problème, un consensus politique et scientifique se dégage autour de l'idée que l'efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et des transports constitue le premier levier de lutte contre le réchauffement climatique. Avec la loi sur la transition énergétique à l'été prochain et la conférence Paris International sur le climat en 2015, la France dispose de 2 occasions de montrer la voie et d'impulser une coopération internationale, à commencer par un renforcement et une clarification de la position de l'Union européenne. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure votre gouvernement compte intégrer les préconisations du GIEC dans la loi de transition énergétique? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, monsieur le député de Rugy, de vous engager si fortement dans cette cause de la lutte contre le réchauffement climatique. Une raison, là. Pour répondre directement à votre question, le gouvernement est totalement déterminé à agir et à agir avec force et pour obtenir des résultats.
car comme vous l'avez très justement rappelé à l'instant, ce rapport du groupe intergouvernemental souligne deux choses. D'abord les dégâts, en effet, qui vont arriver si nous ne faisons rien. Et donc c'est l'impérieuse obligation d'agir, j'allais dire l'obligation morale qui est la nôtre, d'agir pour les générations futures. Mais ce qui est nouveau dans ce rapport, c'est la connotation positive. C'est-à-dire que ces chercheurs, ces savants, parmi lesquels d'ailleurs d'éminents savants français, les meilleurs du monde dans ce domaine, nous disent qu'il est possible d'agir et nous disent comment. Et vous venez d'en tracer un certain nombre de lignes. Le gouvernement va engager très rapidement et va accélérer les grands travaux de la performance énergétique des bâtiments. Nous allons accélérer aussi le chantier sur la mobilité propre. Nous allons accélérer sur les économies d'énergie et sur les énergies renouvelables. Et le levier le plus important, parce que c'est une chance aussi, il y a à la fois des catastrophes qu'il faut éviter, mais il y a une chance extraordinaire à saisir pour créer des activités et des emplois dans l'industrie verte. Et nous devons redonner confiance aux filières des industries vertes pour qu'elles investissent maintenant en accompagnant nos territoires pour que ce soit tous les citoyens qui s'engagent en appui sur la future loi afin d'obtenir des résultats. Je rencontrais la semaine dernière le grand astrophysicien Hubert Reeves qui vient de publier un livre qui s'appelle magnifiquement « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve », cette belle phrase du poète Hölderlin. Eh bien, à nous d'être à la hauteur et de relever ce défi pour que l'humanité trouve les moyens de réparer ce qu'elle détruit. La parole est à monsieur Damien Abad. Oui. Ma question s'adresse au Premier ministre. Si vous êtes incapable de gérer le Parti socialiste, allez donc vous occuper des affaires européennes. Tel est le signal politique désastreux que vous venez d'adresser aux Français et à nos partenaires européens en nommant Harlem Désir secrétaire d'État de votre gouvernement. Alors, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous expliquer le sens de cette nomination et pouvez-vous nous dire quels ont été les critères fixés par le Président de la République et par vous-même pour faire un tel choix sur un poste si important? Est-ce une prime à l'échec en nommant le premier secrétaire le plus décrié de l'histoire du Parti socialiste? Est-ce une prime aux mauvais élèves pour récompenser l'implication sans faille du député européen Harlem Désir? Il va recevoir une réponse, s'il vous plaît. Un député européen si assidu qu'il fait partie du top 15 des députés les plus absents est tellement connu que M. Barroso a sans doute dû consulter un trobinoscope à l'annonce de sa nomination, lui qui est pourtant élu au Parlement européen depuis plus de 15 ans. S'il vous plaît. Alors, cette nomination traduit malheureusement le mal français qui consiste trop souvent à faire de l'Union européenne le réceptacle des responsables politiques qui ont échoué dans leur mission. François Hollande et vous-même, monsieur le Premier ministre, méprisez-vous à ce point l'Europe pour renoncer à toute influence française à Bruxelles à la veille d'élections européennes qui s'avéreront si décisives? En tant qu'ancien député européen, je le regrette comme nous pouvons le regretter au nom des 65 millions de Français que nous représentons dans cet hémicycle, et y compris sur vos bancs, certains regrettent cette nomination, il faut aussi le dire. Alors les Français, monsieur le Premier ministre, attendent des explications. La parole est à monsieur le Premier ministre. On se tait, pensez aux téléspectateurs qui nous regardent. Hein. Cette semaine, on reçoit des dizaines de courriers pour protester contre l'ambiance qu'il y a dans l'hémicycle. Donc je vous rappelle les uns et les autres à vos responsabilités. Allez. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, dans un instant, nous nous retrouverons aux Invalides sous la présidence du chef de l'État pour rendre hommage à Dominique Baudis. Je l'avais rencontré il y a encore quelques semaines dans le cadre de mes fonctions de ministre de l'Intérieur et je veux moi aussi à mon tour, au nom du gouvernement, m'incliner et rendre hommage à un défenseur de l'indépendance de nos institutions et des libertés. Monsieur Abad, je vais vous répondre, pas avec le même ton que le vôtre, ou l'employer comme vous le semblez, mais parce que dès qu'il s'agit de ces questions
de personnes. Je pense qu'il faut faire attention à la manière dont les uns et les autres nous adressons. D'abord, je veux vous dire, et beaucoup d'entre vous qui ont siégé au gouvernement le savent parfaitement, c'est tout le gouvernement, et d'ailleurs l'Assemblée nationale, le Parlement, qui fondent une relation majeure entre notre pays et l'Europe et l'Union européenne. C'est tout le gouvernement qui crée cette relation indispensable sur bien des sujets, notamment sur les questions économiques et monétaires qui ont été abordées il y a un instant par Michel Sapin, et à commencer évidemment par le chef de l'État, par le Premier ministre et par tous les gouvernements et par tout le gouvernement dans toutes les responsabilités qui sont les nôtres. Il y a toujours un ministre ou un secrétaire d'État aux relations avec l'Union européenne, parce que c'est tout à fait essentiel que notre présence dans les institutions européennes, dans la relation avec les autres pays, soit assurée. Harlem Désir a été 15 ans député au Parlement européen, il en a été vice-président, il a été rapporteur de plusieurs textes de loi, il connaît parfaitement les dirigeants européens, les institutions européennes et le Parlement européen. Et il a toutes les qualités, et je veux le dire devant la représentation nationale, pour assurer cette responsabilité, cette relation entre le gouvernement français et les institutions européennes. Il a toutes les qualités par son expérience de député européen et par son expérience politique. Et je veux vous dire quelque chose simplement, Monsieur Abad. Pour beaucoup d'entre nous qui nous sommes engagés en politique il y a 30 ans, Harlem Désir, c'est aussi une des belles figures de notre société et de la France. Il a été le président de SOS Racisme, il a été à la tête d'une formidable mobilisation contre le racisme et la xénophobie. Et croyez-moi que le fait d'avoir Harlem Désir, lui qui porte un si beau nom français, qui représente la diversité, qui représente la France et qui représente l'Europe, ça devrait être un honneur pour chacun de souligner sa présence au sein du gouvernement. Monsieur Abad, si quelqu'un d'autre avait posé cette question que vous m'avez posée au nom de votre groupe, il y aurait eu au fond peut-être un peu plus de vérité. Si ça avait été M. Devedjian ou M. Bertrand, peut-être à ce moment-là que votre groupe aurait décidé de ne pas poser cette question. La parole est à Madame Geneviève Gosselin-Fleury. Merci, Monsieur le Président. Allez, on retrouve son calme. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. S'il vous plaît, Madame de Greff, écoute la question. Madame la ministre, vendredi 11 avril, dans une décision contentieuse, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du 20 juillet 2012 fixant les tarifs de l'électricité. À travers cette décision, le Conseil d'État a enjoint le gouvernement à prendre un nouvel arrêté qui augmentera de manière rétroactive les tarifs de l'électricité pour plus de 28 millions de ménages en tarif bleu et pour les petites entreprises en tarif jaune. Notre majorité regrette cette décision qui est la conséquence du recours déposé par les concurrents d'EDF. À un moment où des efforts sont demandés aux ménages et aux entreprises pour vaincre la crise, cette décision tourne le dos à la protection du pouvoir d'achat à laquelle nous sommes attachés. En effet, en 2012, le gouvernement avait pris la décision de limiter la hausse des tarifs de l'électricité. Cette mesure de bon sens permettait de ne pas répercuter la hausse suggérée par la Commission de régulation de l'énergie, qui estimait une nécessaire hausse de 7% des prix de l'énergie. Tandis que notre pays s'apprête à franchir un cap considérable avec la loi sur la transition énergétique, la nécessité d'engager la mutation de nos modes de production et de consommation est une fois de plus confirmée. Les économies d'énergie, le développement de notre mix énergétique et la rénovation énergétique sont des défis colossaux pour notre pays et pour l'intérêt des Français et de leur pouvoir d'achat. Car la transition énergétique est certes une opportunité environnementale, mais aussi une opportunité économique. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire quels seront les effets de la décision du Conseil d'État? Merci. La parole est à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, Madame la députée, de vous préoccuper des
des consommateurs d'énergie qui, en effet, ont été très choqués de cette décision du Conseil d'État qui remet en cause la décision du gouvernement de limiter la hausse de l'énergie. Mais si le Conseil d'État a décidé, c'est qu'il y a des règles. Et donc, quand les règles ne sont pas bonnes, il faut les changer. Et donc, une des principales décisions qui va être prise, c'est d'accélérer les consultations sur le décret qui est en cours. Vous le savez peut-être, il y a un décret qui est en cours qui permet de réformer le mode de calcul du coût de l'énergie. Et vous qui siégez à la commission d'enquête parlementaire sur le coût de production de l'énergie nucléaire, je compte sur les parlementaires pour qu'en effet nous arrivions à un système transparent, démocratique, que tout le monde comprenne et que, en particulier, ceux qui payent l'électricité par leur facture puissent être les premiers citoyens à comprendre ce qu'on leur fait payer et quelles sont les règles d'augmentation des tarifs. J'ajoute que pour les producteurs d'énergie, ils ne sont pas à l'abri aussi d'un contrôle sur la maîtrise des coûts de production, l'augmentation de la productivité de leur production et la montée en puissance des énergies renouvelables. Et lorsque l'on nous dit qu'il y a une fatalité dans l'augmentation du prix de l'énergie, je dis non, il n'y a pas de fatalité dans l'augmentation du prix de l'énergie, car nous devons économiser l'énergie, produire des énergies renouvelables pour que le coût de l'énergie ne dépasse plus le taux d'inflation et qu'ainsi il n'y ait plus de ponction sur le pouvoir d'achat des ménages. La parole est à monsieur Arnaud Robinet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Tout tremble, mais rien ne bouge. Voilà comment pourrait se résumer le remaniement gouvernemental du Président de la République suite au message pourtant très clair que les Français lui ont adressé lors des dernières élections. Vous avez changé de cosmétique, mais le visage reste le même. Refus du dialogue. Il y a quelques semaines, ici même, j'avais alerté l'ex-Premier ministre sur le danger qu'entraînait son passage en force sur les rythmes scolaires. Force est de constater que ce nouveau gouvernement, votre gouvernement, s'engage sur la même voie avec les vieilles recettes. Résultat, familles et enseignants inquiets, animateurs non préparés, infrastructures d'accueil insuffisantes et des élus bien en peine face à votre autoritarisme et au manque de moyens financiers. Vous avez prévu un taux d'amorçage à 50 € par enfant quand il est nécessaire de 150 €. Qu'en sera-t-il en 2015 ? Vous allez créer des inégalités profondes entre villes riches et villes pauvres, entre communes rurales et grandes agglomérations. Dans ma commune, à Reims, votre obstination coûtera entre 2 et 3 millions d'euros supplémentaires au mois. Vous vous êtes prêt à discuter, mais vous rejetez toute idée de retrait, de report, toute idée de libre choix, tout en diminuant les dotations allouées aux communes. Quels sont les moyens qui se présentent à nous? Prélever encore plus les Français? Si les impôts sont votre marque de fabrique, pour nous, nous vous le disons tout net, c'est non. Vous avez tout décidé et maintenant, vous voulez prendre en otage les maires de France. Une fois de plus, vous avez travaillé dans la précipitation, seulement guidé par des technocrates parisiens bien éloignés des terrains. Ce n'est pas comme cela que nous, défenseurs des Français, au plus près des territoires, nous concevons le dialogue et la démocratie. Monsieur le Premier ministre, sachez faire preuve de transparence et d'intelligence. Laissez la liberté aux maires d'appliquer ou non la réforme. Vous n'êtes plus à une reculade près, alors faites le bon choix. Merci. La parole est à monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Robinet, je voudrais vous dire qu'il y a des élus UMP qui ne parlent pas comme vous. Je voudrais vous dire qu'il y a des élus du Parti socialiste, du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts, du groupe UDI qui ne parlent pas comme vous, qui ont d'ores et déjà mis en place la réforme des rythmes scolaires. On écoute la réponse. Qui nous font un retour sur expérience extrêmement utile pour permettre la généralisation de la réforme des rythmes scolaires. Et je veux dire que c'est à partir de leur travail, de l'expérience qui est la leur, et y compris de l'embarras que cela a pu créer dans certains endroits, que nous allons préparer cet assouplissement de la mise en œuvre du cadre réglementaire de généralisation de la réforme des rythmes scolaires. Je l'ai dit, le choix qui a été fait par ce gouvernement, c'est la discussion. Et je m'étonne, je vous le dis, je m'étonne d'avoir entendu, notamment M. Copé, annoncer qu'il ne mettrait pas un mot en œuvre la réforme si elle s'appliquait en 2014, contestant de surcroît qu'il lui faille appliquer cette réforme. Pourquoi? Parce qu'elle reviendrait à appliquer un décret et pas une loi. Drôle de manière de considérer la hiérarchie des normes. Quand le passage à 4 jours s'était fait par décret,
et quand aujourd'hui, la légitimité de ce texte, effectivement, procède du préambule de la Constitution, du Code de l'éducation et donc de l'obligation qui est celle de l'État d'organiser les rythmes scolaires. Je veux vous dire que si on devait écouter la logique de M. Copé, qui consiste à considérer que ce qui relève du décret n'a pas à être respecté par les maires en matière de circulation, en matière de code de la route, il y aurait bien des infractions qui seraient réalisées au nom justement de la logique qui est celle de M. Copé. Nous avons décidé de discuter, nous avons décidé de mettre en œuvre cette réforme par la concertation et je veux vous dire, M. Robinet, qu'avec tous les élus de l'UMP qui aujourd'hui nous appellent pour chercher à faire en sorte d'appliquer cette réforme, d'élargir le cadre réglementaire. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Sylviane Bulteau. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Arnaud Montebourg. Monsieur le ministre, je sais que vous avez désormais d'autres responsabilités, mais que vous n'abandonnerez pas les dossiers industriels. Et à ce propos, le vendredi 11 avril dernier, le repreneur algérien Cevital obtenait d'un tribunal espagnol le rachat des marques du groupe Fagor-Brandt. Depuis le dépôt de bilan en fin d'année 2013, le sort des 4 sites industriels français était suspendu à celui des marques. Parmi eux, les 2 usines vendéennes de La Roche-sur-Yon et d'Esnay étaient menacées de fermeture pure et simple. Le tribunal de commerce de Nanterre doit rendre aujourd'hui sa décision quant à l'avenir de l'entreprise au regard de ces nouveaux éléments et des accords commerciaux qui ont été conclus. Vous n'avez pas, Monsieur le ministre, et je veux en témoigner ici personnellement, ménagé votre peine pour qu'une solution satisfaisante soit trouvée. Et cela tant vis-à-vis du repreneur algérien que vis-à-vis de la direction du groupe Fagor-Brandt, mais aussi en direction de nos partenaires espagnols. Et les Français que j'ai l'honneur de représenter ici saluent votre action dans la durée. Vos prédécesseurs, qui se sont succédés à cette fonction entre 2007 et 2012, au rythme effréné d'un nouveau ministre chaque année, ont assisté en spectateurs à l'effondrement de notre outil industriel. Avec vous, Monsieur le ministre, les salariés, les syndicats, les élus se sont battus pour préserver l'emploi et nos savoir-faire. Il faut rendre hommage à cette mobilisation qui n'a jamais faibli. Malheureusement, des licenciements interviendront. Face aux inquiétudes qui demeurent, pouvez-vous, Monsieur le ministre, éclairer la représentation nationale sur les suites que vous comptez réserver à ce dossier humainement et économiquement toujours aussi sensible? Merci. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif. Madame la députée Sylviane Bulteau, dans ce dossier Fagor-Brandt, comme dans beaucoup d'autres, nous avons frôlé la catastrophe, c'est vrai, mais je veux remercier tous les partenaires, les élus locaux, quelle que soit leur sensibilité, les syndicats et le repreneur, qui nous a permis de gagner plusieurs batailles. D'abord, la bataille pour le redémarrage de l'usine. C'est l'État, grâce au fonds de résistance économique que vous avez, vous, Parlement, autorisé, que nous avons pu ne pas perdre l'outil industriel pendant cette longue procédure. La bataille pour la reprise des marques. Je remercie le ministre espagnol, mon homologue José Manuel Soria, avec qui nous avons pu convaincre les autorités judiciaires de reprendre les marques. Et nous avons donc repris les marques Brandt, Sauter, De Dietrich, Vedette bien sûr, mythique dans l'imaginaire des Français, qui nous permettent de faire redémarrer l'actif immatériel le plus important de Fagor-Brandt. Enfin, Cevital. Il s'agit là d'un groupe industriel et non pas un groupe financier qui souhaite, à partir de la France, qu'il souhaite faire travailler, augmenter les parts de marché mondiales. Aujourd'hui, Fagor-Brandt, avant les difficultés devant le tribunal de commerce, représentait 15% du marché français, 14% du marché espagnol. L'ambition de Cevital est de porter Fagor-Brandt sur le marché mondial et de gagner des parts de marché, d'où les investissements. Et puis enfin, la bataille de l'emploi. Nous avons préservé 1420 emplois dans ce dossier qui devrait être homologué tout à l'heure devant le tribunal de commerce. Les 2 sites vendéens, les autres sites sont repris, font l'objet d'un accord commercial pour une durée de 2 ans qui devra assurer la reconversion de ces sites. Mais il y a un accord commercial que nous avons arraché au repreneur Cevital.
c'est à partir de là que je me rendrai sur place pour discuter des modalités sur lesquelles nous ferons travailler l'avenir à La Roche-sur-Yon et à Aisne, Madame la députée de la Vendée. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Dans votre discours de politique générale la semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé une baisse de 10 milliards d'euros pour les dotations aux collectivités. Cette baisse s'ajoute aux 3 milliards déjà annoncés pour 2014, pour 2015. Au-delà de ces baisses extrêmement importantes pour les collectivités, s'ajoutent des inquiétudes sur les incertitudes de la politique de la ville. Une réforme qui a été présentée, votée par un ministre qui depuis est sorti du gouvernement. C'est bien sûr dommage pour lui, c'est encore plus dommage pour les collectivités puisqu'il nous avait promis de nous donner la cartographie de sa réforme après les municipales. Les municipales sont passées, le ministre n'est plus là et les collectivités attendent toujours de savoir ce que deviennent les CUCS, les programmes de réussite éducative. Alors finalement, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on entendait à l'instant votre ministre de l'Éducation nous parler d'expérimentation, peut-être entendez-vous que demain, les programmes de réussite éducative pourraient devenir, après tout, une expérimentation sur la réforme des rythmes scolaires. Vous pouvez en décider, Monsieur le Premier ministre. Il est urgent de revenir sur cette réforme des rythmes scolaires, vous le savez. C'est une réforme hasardeuse sur le fond, une réforme hasardeuse sur la forme. À 6 mois de la rentrée scolaire de septembre, nous ne connaissons toujours pas la position réelle du gouvernement. Nous alternons entre assouplissement, discussion, des mots, toujours des mots, rien de concret. Alors, au-delà des expérimentations, ne condamnez pas les communes à de nouvelles dépenses. Si vraiment vous avez compris le message des municipales, montrez-le. Entendez enfin les élus locaux dans l'intérêt des enfants, des familles, des contribuables. Ils ne peuvent plus supporter ces dépenses. Changer le ministre ne fut pas suffisant. C'est la réforme des rythmes qu'il faut sortir. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci, Monsieur le Président. Madame Vautrin, la priorité qui a été donnée par ce gouvernement à l'éducation nationale, elle se manifeste, vous le savez, sur le primaire, sur la volonté d'augmenter le nombre de professeurs et l'engagement de la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, sur le dispositif plus de maîtres de classe qui concerne particulièrement l'éducation prioritaire. Et puisque vous parliez de ces territoires dans lesquels il y a davantage d'inégalités sociales et pour lesquels il faut faire davantage, je vais vous dire que ma priorité sera, après la priorité fixée par Vincent Peillon, de tout miser justement sur l'éducation prioritaire, sur le primaire, sur le fait de lutter contre les inégalités sociales. La possibilité ou l'élargissement de la possibilité de scolariser les enfants avant 3 ans va contribuer aussi à cela. Et évidemment, la réforme des rythmes scolaires poursuit l'objectif qui est le nôtre. J'y ajouterai une préoccupation qui, je crois, doit rassembler tous les parlementaires dans cet hémicycle, la formation des maîtres. Nous voulons que apprendre, ça s'apprenne, que demain, on puisse apprendre à apprendre et que, de fait, on soit en capacité de mieux transmettre les savoirs et de mieux transmettre les savoirs dans des moments, pour ce qui concerne l'école primaire, où les enfants seront concentrés sur les apprentissages fondamentaux, d'où la réforme des rythmes scolaires. Cela me permet de vous dire que, contrairement à ce qui est dit, ça n'est pas simplement 50 € par enfant, c'est 50 € plus 40 €, plus 54 € jusqu'à 144 € dès lors que l'on a un projet qui est un projet qui permet, tant sur le périscolaire qu'en matière d'organisation du temps scolaire, de faire face à cet objectif qui est la réussite des élèves, la réussite de tous les élèves. Nous avons donc décidé de mobiliser un fonds. Nous avons décidé de mettre en œuvre la concertation, je le redis, et je regrette que vous ne saisissiez pas cette occasion. Je souhaite, et je le redis parce que le Premier ministre le souhaite, que le cadre réglementaire s'ouvre aux expérimentations. Là où il y a des expérimentations, elles trouveront à pouvoir s'intégrer dans la réforme. Je m'y engage. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et du Redressement productif. Monsieur le ministre, il y a 50 ans, s'implantait à Béthune une usine de fabrication de pneumatiques sous la marque américaine Firestone. Cette usine est devenue japonaise et produisait, il y a moins de 20 ans, 30 000 pneus par jour avec 1 450 salariés. Aujourd'hui, elle produit à peine 17 000 pneus par jour. Les 1 250 salariés sont inquiets car ils savent que l'an passé, les salariés italiens de l'usine Bridgestone de Bari
ont, sous la menace d'une fermeture d'usine, accepté de revenir sur des avantages et de baisser leurs salaires. Bridgestone possède 3 usines en France, en Italie et en Espagne et les met clairement en concurrence en invoquant des coûts salariaux trop élevés et en précisant que dans les 5 ans qui viennent, une de ces 3 usines fermera. Bridgestone France, comme beaucoup d'autres, a bénéficié d'aides publiques et reste désormais très vague quant à l'avenir du site de Béthune. Le groupe, au niveau mondial, a enregistré ces 2 dernières années de fortes augmentations de son bénéfice net. Je sais, Monsieur le Ministre, que vous vous êtes saisi de ce dossier et je vous en remercie. Toutefois, il semble que les dirigeants japonais ne se contentent pas des mesures du pacte de responsabilité et qu'ils exigent d'aller beaucoup plus loin en matière de réduction des coûts du travail. Un accord de compétitivité est peut-être envisageable, mais pas à n'importe quel prix. Les salariés ont en mémoire, et on les comprend, le triste précédent de l'usine Continentale. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le Ministre, de bien vouloir organiser avec l'ensemble des protagonistes du dossier une réelle concertation dont l'objectif serait de conforter la pérennisation du site nordiste. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le député Stéphane Saint-André, je comprends l'inquiétude des salariés. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, sans tarder, nous sommes emparés de ce dossier avec mon équipe. Nous avons, nous dit la direction japonaise de cette entreprise, un problème de compétitivité en France. Nous avons décidé, d'ailleurs, par les politiques que vous connaissez, qui sont âprement discutées ici, le CICE en fait partie, le pacte de responsabilité en est un autre, décidé de prendre cette affaire de face, le taureau par les cornes. Mais il y a aussi des cas particuliers et la direction de Bridgestone invoque des problèmes de compétitivité dans le pneumatique. Nous avons connu beaucoup de dégâts dans ce secteur. Je ne rappellerai pas les exemples de Goodyear ou Continental. Donc nous avons besoin d'affronter la question de la compétitivité ensemble et non pas les uns contre les autres. Donc je vais réunir les organisations syndicales prochainement et je vais m'adresser aussi à la direction de cette entreprise japonaise à Tokyo, car lorsque nous sommes allés avec le président de la République au Japon, les questions de compétitivité ont été évoquées avec les investisseurs japonais sur notre territoire. Et nous leur avons dit, regardez ce que Nissan a fait en France à travers son allié Renault. Un accord de compétitivité, ça a donné de la localisation de Nissan sur le sol français, dans les usines par exemple de Flins. Et c'est donc des choix. Le choix de la France a été fait par des entreprises japonaises. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a eu un accord de compétitivité où l'ensemble des salariés de la direction sont mis autour de la table et ont trouvé les moyens de relancer la production sur sol français des véhicules, et notamment à travers l'implantation de Nissan. Voilà, monsieur le député, ce que nous allons faire. Nous ne sommes jamais sûrs de réussir, mais les victoires qui n'arrivent jamais sont celles qui ne sont jamais engagées. Donc c'est à nous de réussir maintenant. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Pierre Lellouche. Monsieur le Premier ministre, la crise ukrainienne est sans conteste, et je pèse mes mots, la crise la plus grave qu'ait connue notre continent depuis les crises de Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Fin février, la Russie s'est emparée de la Crimée, pourtant partie intégrante d'un État souverain, au mépris du droit international, des conventions OTAN-Russie et du protocole de Budapest, dans lequel l'Ukraine avait renoncé à ses armes atomiques en échange d'une garantie de non-agression des grandes puissances, à commencer par la Russie. Ces dernières semaines, face à un pouvoir ukrainien très affaibli, des désordres graves se produisent dans la partie orientale de l'Ukraine, tandis que les Russes ont massé 40 000 soldats aux frontières d'Ukraine. De fait, tout se passe comme si la Russie donnait le choix, si j'ose dire, entre une partition interne du pays obtenue par voie de fédéralisation forcée ou l'éclatement du pays par la pression militaire. Les conditions d'une escalade et donc d'erreurs de calcul aux conséquences gravissimes sont donc réunies. Depuis le début de cette crise, et sans vouloir ici faire de mauvais procès, sur une question dont la gravité est telle qu'elle devrait nous réunir tous ensemble, on ne peut cependant ne pas être frappé par le profil très bas de la diplomatie française pendant toute cette affaire. Absente 3 mois durant des événements de Maïdan à Kiev, notre diplomatie n'a guère fait preuve jusqu'ici d'initiative dans les semaines qui ont suivi, en dehors de l'appel à des sanctions modestes et parfaitement inefficaces. Le président de la République lui-même, qui ne s'est rendu ni à Kiev ni à Moscou,
vient d'ailleurs d'expliciter cette passivité française en disant ceci: éviter toute action directe ou indirecte susceptible d'alimenter les tensions. Alors, au-delà de cette formule, Monsieur le Premier ministre, quelle est la politique française à la veille du sommet de Genève ? La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le député, comme vous l'avez rappelé au début de votre question, la situation en Ukraine non seulement est inquiétante, mais gravissime. Et les violences dans la partie Est se sont développées et se développent au moment même où je vous parle. L'origine, il faut la qualifier clairement, c'est la Russie. Et les condamnations qui ont été prononcées par la France et par d'autres pays sont donc parfaitement légitimes. Vous m'interrogez sur notre position. Notre position, c'est à la fois, qui est reprise par les Européens, est à la fois celle d'une grande fermeté et celle d'une grande responsabilité. La fermeté, ce sont les sanctions. Nous avons défini avec nos partenaires 3 niveaux de sanctions. Déjà, les 2 premiers ont été appliqués. La responsabilité, c'est d'engager le dialogue. Nous n'allons pas, et personne ne le propose ici, faire la guerre aux Russes. Il faut donc aller vers le dialogue. Mais le dialogue sur la base de la fermeté. Jeudi, après-demain, il y a une réunion quadripartite. Si cette réunion quadripartite, avec notamment les Russes et les Ukrainiens, ne donne pas de résultat, nous devrons passer au stade 3 des sanctions, c'est-à-dire les sanctions économiques. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. L'objectif des Russes, c'est quoi? À vous, Monsieur Lelouch, qui suivez ces questions. C'est d'obtenir soit l'impossibilité de tenir les élections du 25 mai, soit de les disqualifier. Eh bien, nous devons avoir l'objectif exactement inverse. Il faut qu'un pouvoir pleinement légitime soit installé en Ukraine. À partir de là, fermeté et responsabilité, voilà la position de la France. Et quand le président de la République en parle, à la fois à M. Poutine, à la fois au président Obama, à la fois à la présidente Merkel et à la fois à tous ses partenaires, il fait ses devoirs. La parole est à Madame Marie Récalde. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous regardons les événements tragiques qui ont endeuillé le Rwanda il y a 20 ans avec un autre regard. L'évolution des relations entre la France et les pays d'Afrique, la remise en cause d'anciennes pratiques et l'émergence d'un nouvel ordre mondial nous permettent d'avoir ce regard différent, sans pour autant juger hâtivement ce qui a été décidé en d'autres temps avec une autre grille de lecture. Le génocide des Tutsis par le pouvoir et les milices extrémistes Hutus en 1994 est un fait historique que nul ne peut contester. La France a été la première et l'une des seules nations à réclamer une intervention de l'ONU. Depuis lors, la mission parlementaire présidée par Paul Quilles, le travail des historiens et la déclassification de très nombreux documents nous ont permis de mieux comprendre le passé. En tant que présidente du groupe d'amitié France-Rwanda, j'ai rencontré très récemment l'ambassadeur du Rwanda à Paris, qui me faisait part du renouveau de son pays et de sa volonté de renouer des liens d'amitié et de confiance réciproque. Le Rwanda, qui s'est relevé économiquement et démographiquement, même si, de toute évidence, la démocratie y est encore fragile. Tant de chemin a été parcouru pour rapprocher nos 2 pays depuis 2010. Alors que nos relations diplomatiques étaient de nouveau constructives et nos liens progressivement renforcés, les déclarations du président Kagame à la veille des commémorations ont surpris. Parce qu'elles visent directement les 2500 soldats français déployés dans le cadre de l'opération Turquoise, elles sont inacceptables et leurs conséquences diplomatiques étaient inéluctables. J'ai joint ma voix à celle du ministre de la Défense pour défendre l'honneur de nos soldats qui ont été déployés face à des génocidaires armés, au secours de milliers de civils terrifiés et avec des moyens limités. Monsieur le ministre, au-delà de ce devoir de mémoire, qu'adviendra-t-il des relations désormais fragiles entre nos 2 pays? Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Madame la députée, quand on évoque la question du Rwanda, et vous l'avez fort bien fait, je pense que la première chose, dans le drame épouvantable, le génocide qui a frappé ce pays, c'est de s'incliner devant la mémoire des victimes. Et c'est ce que je fais au nom, j'en suis sûr, de toute la représentation nationale.
Comme vous l'avez rappelé, il y a eu une mission de votre Assemblée qui a établi la vérité des faits. Je cite: « Si la France n'a pas apprécié à sa juste valeur la dérive politique du régime rwandais, elle a été le pays le plus actif pour prévenir la tragédie de 1994 et le seul, c'est moi qui le souligne, à avoir tenté de mobiliser la communauté internationale pour aider les victimes. Ceci ne doit jamais être oublié lorsqu'on examine les responsabilités des uns et des autres. Et nous avions rétabli de bonnes relations, vous l'avez souligné, avec le gouvernement rwandais. Mais voilà que des propos qu'il faut bien juger inacceptables ont été tenus. Et lorsque des propos sont inacceptables, le rôle du gouvernement de la France, c'est de les juger et de les dire comme tels. Cela ne signifie pas que l'avenir soit fermé. Nous coopérons avec le Rwanda sur beaucoup de terrains, et notamment au Mali et en République centrafricaine. Il y a d'autres coopérations possibles, et nous souhaitons qu'elles soient établies, mais elles ne peuvent pas être établies sur quelque chose qui ne soit pas la vérité. Et la vérité, c'est ce que je viens de dire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 67 personnes dans le monde possèdent la moitié des richesses du globe. En France, les dividendes distribués n'ont jamais été aussi élevés. L'évasion et la fraude fiscale atteignent des sommets. De cela, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez dit mot lors de votre déclaration de politique générale, comme si les puissances d'argent étaient intouchables. Vous avez au contraire confirmé hier à Berlin le choix de l'austérité et les 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales. Austérité pour la sécurité sociale, austérité pour l'État et les fonctionnaires, austérité pour les collectivités territoriales qui se verront amputées de 10 milliards d'euros d'ici 2017. Ces collectivités territoriales sont pourtant d'ores et déjà au régime sec. Je prendrai l'exemple de la ville de Vierzon que je connais bien. D'ici 2015, l'État diminuerait de 800 000 euros ses dotations pour cette ville moyenne de 27 000 habitants. 800 000 euros, c'est plus de 2 fois le plan annuel de rénovation thermique des bâtiments communaux. 800 000 euros, c'est plus que le total des subventions allouées aux associations sportives, culturelles et caritatives chaque année. 800 000 euros, c'est le montant qui permet l'équilibre du service municipal de maintien à domicile pour nos anciens. L'austérité dictée par la Commission européenne va donc lourdement affecter les services publics locaux et l'investissement public et bien sûr l'emploi local, surtout dans les territoires fragiles. Monsieur le Premier ministre, pour créer les conditions du développement économique et du bien-être social dans nos territoires, pour assurer l'égalité et réussir le vivre ensemble, pour redresser les comptes publics dans la justice, allez-vous enfin mettre à contribution les actifs financiers des grandes entreprises et garantir une péréquation véritable sur le territoire de la République? Allez-vous enfin vous affranchir des dogmes libéraux de la Commission européenne qui ne font qu'amplifier la crise? Je vous remercie. Merci, Monsieur Sansu. La parole est à Madame la ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique, Maryse Lebranchu. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Sansu. C'est effectivement difficile, mais le contexte budgétaire est contraint. Et permettez-moi de vous dire qu'il ne s'agit pas d'obéir à un quelconque diktat européen, mais bien de retrouver notre souveraineté et de ne pas aller chercher sur les marchés les emprunts dont nous aurions besoin. Et je vous rappelle qu'à la demande d'un certain nombre de groupes parlementaires ici et d'associations d'élus dirigée par M. Pélissard, nous avons créé une agence de financement des collectivités territoriales en amont de cette baisse des dotations. Cette baisse des dotations, comment y faire face? Y faire face d'abord, et le Premier ministre a ouvert un débat extrêmement intéressant parce qu'il est à la fois une recherche d'efficacité, mais il est une méthode et il est un échange important avec les collectivités territoriales. Plusieurs étages, le rassemblement des régions. On a vu que quelques jours après, un certain nombre de présidents de régions proposent d'ores et déjà un nouveau périmètre. La fin d'une clause générale de compétences dont vous avez si souvent critiqué la différence entre les départements et les collectivités territoriales et une réécriture de l'intercommunalité. Mais allons au-delà, Monsieur Nicolas Sansu. Et dans le débat que nous avons mené avec Anne-Marie Escoffier, que nous allons conduire avec André Valigny, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire que cette dotation globale de fonctionnement de nos communes et de nos intercommunalités soit plus juste. Prendre en compte la pauvreté telle qu'elle est
et non pas avec des critères qui sont désormais véhiculés. Prendre en compte l'évolution démographique, prendre en compte la ruralité, prendre en compte la protection des grands espaces remarquables, prendre en compte ceux qui ne peuvent pas construire. Donc pas créer d'assiette fiscale parce que nous avons tous besoin à la fois d'indépendance alimentaire et de lutte contre le réchauffement climatique. Prendre en compte les vrais critères de l'égalité parce que la France est grande quand elle est juste. Et monsieur le député Sansu, nous voulons que les dotations soient non seulement diminuées. La parole est à monsieur Patrick Hetzel. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Depuis dimanche, les organisations étudiantes et les associations familiales s'inquiètent de la possible suppression des aides au logement pour les non-boursiers, telles que suggérées par la Cour des comptes dans le cadre des économies recherchées par le gouvernement. Nouveau coup de tonnerre en direction des familles et plus particulièrement des classes moyennes. Que devient la promesse du candidat Hollande qui érigeait la jeunesse comme priorité nationale de son quinquennat? Rappelons-nous son discours du Bourget. Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012? Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Ce n'est pas un engagement à la légère que je prends, voilà ce qu'il disait. Hélas, encore une promesse sans lendemain de M. Hollande. Pourtant, l'aide personnalisée au logement permet de financer une part non négligeable du loyer de nos étudiants. Le logement est le premier poste budgétaire des étudiants. La suppression de cette aide serait synonyme de grandes difficultés pour beaucoup d'entre eux. Selon les analystes de la vie étudiante, avec une telle mesure, près de la moitié des 1,4 million d'étudiants de France ne logeant pas chez leurs parents ne seraient plus en mesure d'assumer leur loyer. Les APL sont aujourd'hui la seule aide que touchent les étudiants issus des classes moyennes. La remise en cause de celle-ci est donc un nouveau coup dur après le matraquage fiscal que subissent encore et toujours les classes moyennes depuis 2 ans. Il paraît incohérent de ne plus soutenir une partie des étudiants en leur retirant les aides au logement sur le simple fait qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une bourse. Aussi, monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour assurer les étudiants, leurs familles et sanctuariser cette aide au logement? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, monsieur le député Hetzel, je vous remercie, monsieur le député, de me donner l'occasion de démentir une rumeur, ce que Benoît Hamon, Sylvia Pinel et moi-même avons fait d'ailleurs hier très clairement, mais peut-être n'avez-vous eu le temps ni de regarder la télévision, ni de lire les journaux depuis hier. Je n'ose pas croire que vous souhaitiez colporter à nouveau cette rumeur. En revanche, je rappelle qu'au mois de juillet 2010, le président de la République Sarkozy avait effectivement proposé de ne pas cumuler l'exonération fiscale pour les parents ayant des enfants étudiants et les APL. Il avait dû y renoncer devant la protestation des associations familiales et en particulier des familles de classe moyenne, comme vous l'avez bien signalé, au bout de 2 mois seulement, et cela avait beaucoup agité. Nous n'avons jamais eu l'intention de le faire. Pourquoi voulons-nous garder les APL? Parce qu'aujourd'hui, faute d'avoir construit suffisamment de logements étudiants, seuls 9% des étudiants peuvent accéder à des résidences étudiantes. Les autres étudiants sont obligés de se loger dans le privé, et ce à des tarifs d'autant plus élevés que l'on est en grande ville, ou que l'on est à Paris ou en Île-de-France. C'est pourquoi, puisque la réussite des étudiants est au cœur de la loi, est au cœur de notre politique, la jeunesse est au cœur de la politique de ce président de la République et de son gouvernement, nous avons voulu maintenir ces aides qui sont d'un montant global de 1,7 milliard d'euros, qui concernent 800 000 étudiants et leurs familles et qui touchent effectivement beaucoup, qui bénéficient aux plus modestes des classes moyennes. Donc je vous remercie, monsieur Hetzel, maintenant que vous êtes parfaitement informé, de bien dire à tout le monde que ceci n'est qu'une rumeur. Merci beaucoup. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur Napoléon Télé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les malades de Wallis-et-Futuna ne peuvent plus bénéficier des soins adaptés et la vie même de nos évacués sanitaires est en cause, comme le prouve un récent décès qui fait l'objet de suites judiciaires. Les îles de Wallis-et-Futuna ont signé une convention d'offre de soins avec la Nouvelle-Calédonie pour accueillir nos malades. À ce titre,
Le CHT nous réclame un arriéré de 16 millions d'euros. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec les services de l'État à l'apurement de cette dette. Mais certains profitent de ce problème pour culpabiliser nos compatriotes au risque de provoquer de nouvelles tensions interethniques. Depuis quelques semaines, et c'est spécialement à l'approche des échéances électorales, le problème est dans la rue. Une campagne violente contre les Wallisiens et les Futuniens se développe. Monsieur le Premier ministre, il n'est plus possible de laisser se dégrader cette situation. Il en va de la paix civile et de la sécurité de mes compatriotes. Nous allons droit vers une confrontation communautaire dont nous avons déjà fait la douloureuse expérience. Il nous faut donc trouver des solutions d'urgence pour que les malades de Wallis et Futuna soient accueillis dans de bonnes conditions de soins et de sécurité en Nouvelle-Calédonie. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Quelles sont les mesures que compte prendre le gouvernement pour éviter que la situation ne dégénère? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Napolé Pouloutélé, le gouvernement déplore très fortement les difficultés auxquelles sont aujourd'hui confrontés les Wallisiens lorsqu'ils veulent accéder à des soins. Et je veux ici dire très fortement que le principe d'universalité d'accès aux soins doit concerner l'ensemble de nos concitoyens, où qu'ils habitent, et bien entendu nos compatriotes wallisiens installés en Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi le gouvernement engage un plan d'action volontariste qui va pouvoir se mettre en œuvre. D'abord, nous faisons en sorte que le fonctionnement de l'agence de santé de Wallis et Futuna soit amélioré pour que l'endettement de cette agence soit maîtrisé. Ensuite, nous engageons les investissements nécessaires pour assurer la prise en charge sur place des Wallisiens et limiter, lorsque c'est possible, les évacuations sanitaires. Un investissement de 9 millions d'euros est prévu sur la période 2012-2014 et d'ores et déjà, les premiers fonds ont été débloqués pour l'acquisition de matériel médical, par exemple un mammographe, ou pour le développement de la télémédecine. Enfin, nous allons proposer dans les prochains mois aux différents créanciers de l'agence et en particulier à ceux de Nouvelle-Calédonie un plan d'apurement de la dette. Au-delà, monsieur le député, il va de soi, dans le contexte financier dégradé de cette situation, que nous devons réfléchir de façon sereine à la manière de conforter l'accès à la santé de nos concitoyens wallisiens et de refonder le droit à la santé sur l'archipel afin précisément de garantir la pérennité de notre système de santé. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.